Et première, celle de Mistral, prix Nobel de littérature, et puis en même temps celle de Victor Gélu, grand poète marseillais qui chantait pour le peuple, soit dit en passant. Donc je suis le premier adjoint et mesdames et messieurs les adjoints porteurs de ce projet. Permettez-moi tout d'abord de vous dire l'honneur qui est le mien, le plaisir qui sont les miens à prendre pour la première fois la parole dans ce prestigieux hémicycle de la deuxième ville de France en même temps que la plus ancienne de toutes. Une assemblée de citoyens élus, j'insiste, citoyens élus, très lointains descendants des Timouks, on parlait d'histoire à l'instant, des Timouks massaliotes, à qui l'on doit la fameuse constitution des Marseillais, dont parlent notamment Aristote et Strabon. Une constitution, faut-il le rappeler, qui n'avait rien à envier à celle de Rome ou d'Athènes à l'époque, en ce qu'elle était justement exemplaire, bien qu'oligarchique, assurant à ses citoyens sécurité, bien-être et prospérité. Vous nous demandez aujourd'hui d'approuver le lancement de l'étude de préfiguration de l'Assemblée citoyenne du futur. Soit. Vous justifiez principalement la pertinence de la création d'une telle assemblée en vous appuyant sur deux faits que personne, déguin, oserais-je dire, ne peut contester, pour peu que l'on soit responsable. D'une part, l'urgence de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la meilleure transition écologique possible. D'autre part, la nécessité de réconcilier le citoyen avec le politique en l'associant plus franchement à la prise de décision dans la gestion de la cité, notre fameuse police. Vous légitimez votre projet en nous renvoyant aux travaux du philosophe Dominique Bourg, qui a notamment dirigé la publication d'un ouvrage collectif paru en 2017, une grande année, Inventer la démocratie au XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur. Projet aujourd'hui, M. Barle l'a rappelé, soutenu par l'ancien ministre d'État Nicolas Hulot et sa fondation, au passage quelque peu refroidi, pécaille, par celui-là même qui prônait la création d'une chambre du futur l'année de son élection à la magistrature suprême. Cet ouvrage, sans surprise, pose, je cite, entre autres, que le politique n'est pas en mesure de défendre l'avenir des jeunes générations et des suivantes. Soit. J'imagine d'ici la joie de celles et ceux à qui l'on propose, voire promet, de vivre dans un monde meilleur, un monde qui fait de l'éco-responsabilité son instinct de survie, de la durabilité une seconde nature, un monde où le citoyen retrouve toute sa place dans la gestion de la cité parce qu'il se sent justement plus qu'entendu, écouté, et qui voit des élus travailler dans le seul intérêt général pour le bien-être collectif. En un mot, un monde dans lequel le citoyen est durablement réconcilié avec la classe politique, au point de voir s'enchaîner les records de participation à tous les rendez-vous électoraux, laissant par exemple loin derrière nous les vieux souvenirs de fortes abstentions au municipal. Mais j'imagine aussi l'interrogation de celles et ceux qui peuvent douter de la capacité absolue et surtout prompte, parce que le temps presse, d'une démocratie participative ou délibérative, comme on voudra, louable au demeurant, à pouvoir efficacement voler au secours d'une démocratie représentative en crise depuis bien longtemps, dans notre cité antique, mais pas que, qui en a vu passer. Car en considérant de plus près ce projet au contour noble au premier abord, celui d'une assemblée citoyenne du futur, ne pouvons-nous pas ensemble, et d'abord, suivre une voie plus directe, oserais-je dire plus pragmatique et durable, compte tenu de la double urgence écologique et citoyenne, en se contentant, armés du bon sens de nos anciens, des nosteisavi, des institutions existantes, que d'aucuns considèrent déjà trop nombreuses, et face auxquelles le citoyen a du mal à reconnaître le rôle et les compétences de chacune pour gérer son quotidien. Ne pouvons-nous pas ensemble et d'abord suivre une voie moins coûteuse quand on sait à l'avance que toute instance, quelle qu'elle soit, engendre nécessairement des frais de fonctionnement, sans parler des frais éventuels liés aux études préalables à sa création, puis à la formation dont vous parlez. Autrement dit, ne pouvons-nous pas ensemble et d'abord suivre une nouvelle voie durable qui puiserait sa force dans une nouvelle gouvernance, comme l'a montré récemment dans le cadre du Covid, l'union sacrée, pour reprendre les mots de notre présidente de groupe, Catherine Pila, entre les deux plus grosses institutions présidant aux destinées de notre cité phocéenne, la ville et la métropole. Une union sacrée entre notre maire, Michel Rubirola, et notre présidente, Martine Vassal, qui a déjà suscité bon nombre de réactions positives de la part de nos concitoyens de tous bords. On n'a peut-être pas les mêmes statistiques. Et dans une telle perspective, chacun sait combien les possibilités sont nombreuses pour continuer d'associer les citoyens à la gestion de la cité et même à la redéfinition d'une cité du futur. Citoyens, bien entendu, au sens large du terme, comme vous le décrivez, incluant donc les chercheurs, les entreprises, les corps intermédiaires, les associations,
sans oublier, j'insiste au passage, les CIQ qui ont souvent une grande expérience dans ce jeu d'interface entre citoyens et élus. En un mot, vous nous demandez aujourd'hui d'approuver le lancement de l'étude de préfiguration de l'Assemblée citoyenne du futur. Mais quelle assurance avons-nous de pouvoir participer réellement à toutes les étapes permettant le lancement de cette étude pour, avant toute chose, et j'insiste aussi, mesurer pleinement la pertinence du projet au vu des éléments que je viens de présenter? Quelle assurance avons-nous de ne pas voir cette Assemblée citoyenne du futur entretenir l'illusion de tout pouvoir régler d'un coup de baguette magique d'un seul pour au final se rendre à l'évidence et voir s'éloigner le temps de la réconciliation entre citoyens et élus que vous semblez appeler de vos voeux? Notre groupe incarne lui aussi, comme vous le savez, Monsieur le Premier adjoint, une volonté pour Marseille. La volonté de répondre comme vous aux questions urgentes, mais en s'appuyant en élus responsables d'abord et concrètement sur ce qui existe déjà, justement parce qu'il y a urgence, dans un état d'esprit constructif mais vigilant, ceci plutôt que de prendre une fois encore le risque d'alimenter l'espoir de solutions venues d'instances qui n'existent pas encore, oserais-je dire utopiques, pour présider la question cruciale de la cité de demain. Gageons tout simplement, chers collègues, que cette magnifique devise qui est la nôtre face à nous à chaque conseil municipal, et pour ceux qui n'auraient pas fait de latin, comme moi, actibus mensis vulget massilensis, et pour mettre à l'honneur cette langue provençale, car sei grande Isacia Marsi es resplendente, espérons que cette devise brille encore longtemps, justement de ces nouvelles pages que nous écrirons ensemble dans un esprit très constructif, et pourquoi pas une union sacrée selon les grands dossiers. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Turc. Malheureusement, je ne pourrai